Bonjour à vous tous et merci de nous retrouver. Excellente matinée en notre compagnie. Nous serons ensemble comme d'habitude jusqu'à 10 h du matin avec les rubriques habituelles du mercredi matin. Nous sommes donc le mercredi 25 novembre. Nous sommes aussi accompagnés par notre sponsor officiel Coral Peinture. Tout au long de l'émission, vous allez le retrouver également à travers le spot. Et puis, on aura donc des invités, à commencer par l'environnement, présenté par Hamid Belkacem. Aujourd'hui, il traitera donc du devenir de l'eau, des produits chimiques utilisés dans les blanchisseries et pressing. C'est en tout cas la thématique qu'il aura retenue pour ce matin. Il sera accompagné par Faisal Belaroussi, qui lui est le président donc, des graisseurs d'Algérie. Il viendra représenter cette corporation et nous parler donc du devenir des eaux utilisées. Nous allons aussi revenir sur cette étape aussi de reboisement. Ça a commencé la semaine dernière, ça a commencé en fait ce week-end. Ça s'est organisé avec la Direction Générale des Forêts. Eh bien, l'espace de Riyad el Fath n'est pas en reste, avec bien sûr cette opération de reboisement au niveau du bois des Arcades. Ça va se faire ce week-end, ce samedi, et pour nous en parler, nous aurons la chargée de communication de l'OREF sur notre plateau. Et on aura le plaisir de voyager à travers l'histoire, à travers aussi la littérature. Un auteur sera parmi nous, il s'agit de Mohamed Remita, qui sera donc parmi nous pour nous parler de son livre et surtout son ouvrage « L'Empyrée n'est jamais bleu ». Il viendra nous le décortiquer sur le plateau et rappeler cette belle histoire, en tout cas, à travers donc, son ouvrage. Et puis on terminera l'émission avec des passionnés et surtout ceux qui sauvegardent l'huile d'olive algérienne, donc l'organisateur du concours national d'huile d'olive, il sera parmi nous sur le plateau, et puis un passionné bien sûr des huiles d'olive algériennes, passionné, vous allez le voir, vous allez le découvrir sur notre plateau. Lui en parle avec beaucoup d'amour autour de ce fruit si précieux qui est l'olive, bien sûr. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. Ça sera ponctué de reportages, de musique et surtout le sponsor qui reviendra tout au long de cette émission. Voilà, on commence tout de suite avec la météo avec Amal Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Elle est là. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes en forme? Ça va. Ça va? C'est pas comme Nina, vous n'avez pas besoin de prendre un café pour être en non, forme. non. Je suis pas café du tout. D'accord. On est deux alors. Oui. Bon, alors il va faire beau, il va Très faire beau froid. même. Très beau. Malheureusement, oui. Pourtant le matin il fait frais, hein? Oui, le matin parce que c'est dégagé. D'accord. C'est pour ça qu'il fait frais. Très bien. On vous écoute, Amel. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée vers l'extrême est, également la partie est des oasis et le Sahara oriental. Puis le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée, au nord comme au sud, avec toutefois quelques voiles sur le sud-ouest, plus exactement Tindouf et Béchar, et à noter des soulames de sable sur le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées par rapport à hier, avec toutefois un minimum de 13 degrés, 12 ou 13 degrés du côté de Batna, 14 à Al-Bayad, 16 degrés à Djelfa, 24 à Alger, 21 à Naba et Tizi Ouzou, 19 degrés à Constantine, 21 à Oran, 22 degrés à Tlemcen, au sud 18 Béchar, 24 à Adrar, 21 à Tamanrasset et Janet, également l'extrême sud, et le maximum cette fois-ci 25 degrés à Tindouf. La mer aujourd'hui, eh bien, elle sera plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h. On va faire un petit voyage du côté de l'Amérique du Nord, où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, à New York, également Washington, Miami, un beau soleil du côté de la Californie, Dallas, Mexico, de la pluie mêlée à de la neige vers Montréal. Le mercure affichera 2 degrés seulement à Montréal, 15 à New York, 14 à Washington, 8 seulement à Vancouver, 19 Dallas et Californie, et enfin 27 degrés le maximum cette fois-ci à Miami. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Ça a été rapide aujourd'hui.
La plage est passée, Rien à éphéméride, le continent. En La tout mer cas, est calme, donc il n'y a rien à dire. tout est calme, rien à dire, heureusement. Tout est calme, alhamdoulilah. Donc, pas de BMS, Enfin, alhamdoulilah, pas non, d'annonce. mais on aimerait bien de la pluie quand Oui, même. mais bon, il n'y a pas de perturbation, donc ça va. Peut-être ce week-end, on verra bien. D'accord, On vous va allez voir tout l'annoncer. à l'heure. Oui. D'accord. Merci Inch'Allah. beaucoup, Amel. C'est moi. Excellente journée à vous. Et Également. puis, on vous retrouvera bien évidemment à midi, À midi, et 19h pour d'autres bulletins météo. On va vous laisser Inch'Allah. repartir avec une belle chanson. Avec plaisir. Samir Fares qui chante Haloul Biben. On se retrouve juste après. قلوبكم مكسور جينا زايرين في يديكم معطور رانا مغمومين اليوم رانا اخوان اصحاب وجيران ننساو الهموم نبعدو الغيوم رجال ونسوان فلان وفلتان كاع مجمعين رانا سهرانين حلو البيبان رانا جايين حلاوة اللسان والكلام رزين حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان رانا غير جايزين هو ميزان الصوت الحنين حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان نحكوا شي حكايات نخفوا القلوب نتفكروا اليامات نفكوا القيود اليوم رانا اخوان صحاب وجيران ننساو الهموم نبعدوا الغيوم رجال ونسوان فلان وفلتان كاع مجمعين رانا سهرانين حلو البيبان رانا جايين حلاوة اللسان والكلام رزين حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان رانا غير جايزين هو ميزان الصوت الحنين حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان اليوم رانا اخوان صحاب وجيران ننساو الهموم بعدو الغيوم اليوم رانا اخوان حلو البيبان حلو البيبان صحاب وجيران حلو البيبان حلو البيبان حلو البيبان رانا جايين حلاوة اللسان والكلام رزين حلو البيبان حلو البيبان رانا غير جايزين حلو البيبان حلو البيبان رانا غير جايزين حلو البيبان رانا غير جايزين هو ميزان الصوت الحنين حلو البيبان حلو البيبان قلوبكم مقصور حلو البيبان حلو البيبان Une belle chanson qui, j'espère, vous a mis en forme ce matin. Haloul Biben. On va ouvrir justement avec notre première rubrique, la rubrique environnement. Comme chaque mercredi matin, on a le plaisir de le retrouver. Hamid Belkhassem parmi nous. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. C'est l'environnement et l'affaire de tous. Oui, Comme toujours, vous le dites souvent, toujours. votre L'environnement, c'est slogan. l'affaire de tous et tous secteurs qui en font deux surtout. Tout à Pas fait. y compris dans des corporations, dans des professions. Bon, on ne voit pas très bien le rapport, mais on va le voir aujourd'hui, tiens. On va l'expliquer On va en le- détail avec votre invité. Oui, qui est Faisal Bellaroussi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Bonjour. président de l'association nationale, elle a une envergure nationale, hein, n'est-ce pas, Oui. des Dans le blanchisseries. Oui. Ah, Merci pour bienvenue parmi l'invitation. nous. Merci. Marhaba bik. Alors, si on parle aujourd'hui, parce qu'il y a une grande thématique, le ciel n'a pas été très clément cette année. L'Algérie, c'est un pays qui est semi-aride, mais qui se dirige malheureusement au bouleversement climatique, oblige vers une aridité. Oui. C'est inéluctable. Et dans ce domaine-là, il faut toujours essayer de trouver des petites niches, des petits réservoirs où préserver cette ressource. Aujourd'hui, on a décidé de parler de la blanchisserie, qui est une activité qui utilise de Beaucoup, l'eau, mais qui est une activité, contrairement à ce que L'on beaucoup pensent, qui est très économe en termes d'eau et qui préserve l'environnement. Alors, si on devait parler de la blanchisserie en général, il y a plusieurs procédés. Il y a le lavage à sec, il y a le lavage liquide, des détails. Merci. Merci de m'avoir laissé l'opportunité de parler de notre métier.
Merci pour l'invitation. C'est vrai que pour la blanchisserie et pour l'entretien textile, quand on parle d'entretien textile, ce n'est pas que le domestique, il y a le professionnel. Notre part, on essaye d'avoir 2 procédés. On appelle ça le nettoyage, c'est un milieu solvant, et les machines sont avec un produit spécial. Mais par contre, elles utilisent l'eau pour refroidir les condensateurs et tout ce qui est rapport avec la chaleur. Le process de fabrication. Alors, ce qui fait, l'eau, on ne le gaspille jamais, on le fait tourner et ça revient à la bâche à eau. Ah d'accord, bien. donc l'eau Très est bien. recyclée, c'est un circuit fermé. Circuit fermé, c'est pas recyclé. C'est-à-dire ça fait un petit, Un petit circuit. un petit circuit pour ne pas gaspiller l'eau vers les égouts ou C'est vers... de l'eau de récupération, vous faites tourner cette eau. C'est ça, et, en fait, on consomme moins. voilà. Voilà, on consomme moins. Et tout ça, vous l'avez enfin appris depuis des années, puisque vous êtes dans la blanchisserie depuis Oui. 2 générations, on va dire. Depuis 1966, 66, votre père. Mon père, voilà, C'est ça. que je dis un grand bonjour. Voilà. C'est lui qui est le pionnier de l'entretien textile en Algérie. Après l'indépendance, il a repris ce métier et qu'on essaye de développer à travers les Et années. surtout d'optimiser avec justement le temps actuel, le monde actuel aussi. Surtout, et maintenant, avec l'eau, on est tous concernés. On est tous concernés. Maintenant, on essaye d'avoir les meilleurs procédés. Ça a un coût. Il faut que les professionnels ne pensent pas au coût, ils pensent surtout à l'avenir de nos enfants et ce qu'on va laisser à eux. Très bien. Très bien. Alors, vous avez parlé du premier procédé, mais il y a aussi le lavage à sec. Comment vous l'appelez? Alors, le premier, c'est solvant, c'est à D'accord. sec. Et le deuxième, c'est milieu aqueux. C'est, comme on appelle, c'est avec l'eau. Et quand on utilise l'eau, j'imagine que dans le processus, il y a des bouts qui sont générés par le lavage. On en bien fait sûr. quoi? Alors, pour les bouts, on a 2 procédés. Ou bien on fait dans le recyclage, si c'est des bouts qu'on ne peut pas utiliser. Sinon, on a des filtres à la sortie de la machine qu'on peut récupérer et ne pas jeter dans les eaux usées. Ah, ça veut dire que dans le process de lavage, dans les blanchisseries, lavage, oui. il y a déjà des filtres Des pour filtres. éviter de contaminer. Éviter de contaminer. D'accord. Mais contamination surtout par les bouts, pas par rapport à l'eau qui est un peu mélangée avec la lessive, tous les produits D'accord, qui ça sont... c'est du domestique. Voilà. Et les bouts, on pourrait en faire quoi? Est-ce qu'on peut les récupérer, généralement, les c'est recycler? le recycleur qui nous donne un PV, de recyclage. carrément. C'est à lui de les traiter et de le faire, comment dirais-je, une mise en valeur. Attends, qu'est-ce qui fait que les blanchisseries, il y en a combien au niveau national? Alors, pour l'instant, moi, je ne parle pas de blanchisserie, moi, je parle d'un monde un peu vaste. Pourquoi? Parce qu'on a le registre commerce. Et on a aussi des ministères qui utilisent aussi l'entretien D'accord. textile. Oui. Nous, on est à peu près 4000, Les hôpitaux aussi. par exemple. Ils ne sont pas encore chiffrés. Les hôpitaux, l'hôtellerie, les buanderies, les hôtelleries. Donc tout ça, ça. tout le monde utilise le même les process. collectivités locales. Voilà, sauf que pour l'hôpital, c'est une blanchisserie hospitalière, que c'est le même procédé. Ce n'est pas les mêmes, c'est une méthode RABC. L'hygiène est plus stricte par rapport à ça. On revient toujours à la ressource humaine. Comment on atterrit dans la blanchisserie quand on a envie de se spécialiser? Vous avez mis le doigt sur un sujet un peu pertinent. Le problème des fois, c'est que de père en fils, c'est familial. Pour l'instant, ce qui concerne le domaine de blanchisserie en Algérie, domaine. Mais après, maintenant, on a fait une demande au ministère de la profession professionnelle pour qu'ils mettent en valeur notre métier. C'est comme ils ont fait d'autres métiers. Oui. Et on préfère qu'ils le développent, qu'ils mettent comment dirais-je, un petit atelier. Comme ça, les gens apprennent dans le tas. Oui, D'accord. dans la formation professionnelle. C'est-à-dire, on est passé des années passées où on parlait de lavandière et d'endroits précis C'est où ça. on lavait donc les vêtements, les linges, c'est au niveau donc des ménages. Hein. Oui. Et aujourd'hui, ça pas s'est que. professionnalisé quand même. On faisait du lavandage, y compris sur les berges de l'Oued El Harrach. Voilà. Oui. J'ai des D'accord, photos tout sur à la fait. Kabylie ou sur les Lidouad aussi. C'est ça. C'est ça. Hein. Mais je voulais juste Il y avait poser la fameuse planche à linge. planche à linge. Elle existe Loha. toujours. Oui. C'est l'histoire de notre métier. Exactement. D'ailleurs, j'ai fait une demande au ministère de la Culture pour qu'on fasse un petit musée de photos. Vous avez fait des berges et avec des petites ça. Il n'a pas eu de reçu de. Et aussi la venue donc de la machine à laver Ouais. mécanique au départ, vraiment C'est- manuelle. C'est toute une histoire. Hein. C'est Oui. comme Toute on une peut histoire. parler. Qui a perturbé un petit peu le travail des blanchisseries. Il y a l'avènement de la machine à laver, faire du lavage plus ou moins intensif à domicile a perturbé la blanchisserie. Moi, je voudrais, si vous permettez, M. Bellaroussi, revenir. C'est quand même pas normal que l'on soit en 2020 et qu'il n'existe pas de filière blanchisserie dans les centres de formation professionnelle, qu'ils soient étatiques ou privés. Eh bien, écoutez, tout le monde souffre. D'ailleurs, C'est on en tout un parle tout le art, temps hein. dans l'association et on essaie d'avoir des solutions et on demande de former. Mais le problème, c'est que de former, ce n'est pas un métier qui attire.
Il faut valoriser ce métier avec des diplômes. Comme ça, les gens sauront que c'est un process, c'est un CAP, c'est un TS. C'est ça. Comme ça, les gens... C'est-à-dire que les personnes qui viennent vers vous, c'est vous qui les formez. C'est ça. Sur le tas. C'est ça. C'est de l'apprentissage Sauf pour sur le les tas. anciens qui ont un peu de valeur culturelle, mais après, ils n'ont pas la méthode de transmettre. Ça, c'est un peu difficile. Je sais pas, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Ça se passe comment au sein des structures hospitalières, au sein des grands hôtels, au sein des institutions, collectivités locales, des internats, des établissements scolaires ou universitaires, où nous avons une pléiade de gens venus d'horizons divers, où il y a des risques de maladie, où il faut traiter par milliers, parfois les... Écoutez, Ça se nous, passe à l'association, on a mis un protocole sanitaire depuis le mois de mars. Et sincèrement, on a trouvé un écho. C'est-à-dire, ce protocole sanitaire, il a bien défini comment prendre le linge, le traiter et ne pas le mélanger avec le linge sale. C'est vrai. C'est-à-dire, il a un process. Il y a un circuit. Un circuit, voilà, c'est ça, c'est un circuit qu'il ne faut pas qu'il soit mélangé. C'est comme maintenant quand on fait, vous entrez par là, vous sortez par là, c'est le même principe. Ça existait dans le blanchisserie hospitalière. Et maintenant, on va le développer dans le blanchisserie correcte. À Vous avez grande utilisé un échelle. terme, blanchisserie hospitalière. Hospitalière. Donc j'imagine que c'est une spécialité. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Elle Parce est qu'en enseignée, les Pour gens sont l'instant, formés. non. Pour l'instant, non. Mais à l'Europe, bien sûr, c'est très strict. Mais je vous dis toujours, ça a un coût. Nous, il faut toujours lier le coût. Le coût à gérer. Les gens vont vous demander, quand je lui demande une lessive spéciale pour blanchisserie hospitalière, ils vont dire non, utilisez une lessive correcte. Non, c'est pas la même. Il faut que ce soit virucide. D'accord. C'est-à-dire qu'au niveau des blanchisseries, l'association des blanchisseries, on peut demander cette prestation spéciale hospitalière? Bien sûr. Seulement, c'est à part. C'est pas à mon niveau, c'est pas au niveau d'un ok. laverie. Parce qu'il faut différencier entre laverie, pressing et blanchisserie. Alors c'est quoi la différence? Alors, c'est simple. Une laverie, ça lave au kilo et ça plie. Normalement, il n'y a pas de prestation, donc il n'y a pas de qualité derrière. Donc la ménagère D'accord. ou Oui. la personne vient, C'est elle ça. a une batterie. Une batterie, par De exemple, machine à laver. le prestataire vous offre 5 kilos à tel prix, 10 kilos à tel prix. D'accord. C'est ça le rôle d'une laverie. C'est pas la pièce. C'est pas assez courant Et c'est en Algérie, défini. les laveries. Il y en a quelques-uns, mais seulement c'est défini au registre commerce. Le ministère. Ah, c'est un code différent. C'est un code différent, mais on peut les traiter les trois à la fois. Ça dépend de la superficie de votre magasin. D'accord. La blanchisserie, par exemple, si vous êtes, donc vous venez avec votre vêtement, vous avez une tâche particulière, Alors, on c'est peut au pressing, définir- ça. Au pressing. C'est pressing. D'accord. Alors, au pressing, normalement, il y a le process. C'est détacher, entretenir, repasser et, comment dirais-je, garder dans le rayonnage. D'accord. Ça, on le garde un certain temps. Voilà le process d'un pressing. Bien sûr, avec certaines qualités, haute qualité, Voilà. vous avez Et le vous, Et vous on a- savez comment traiter chacune des tâches, Normalement, par exemple. mais vous Voilà. savez, avec les différents l'évolution des modes, c'est un peu difficile. La mode, elle évolue. Il faut que l'entretien des textiles évolue avec, que ça soit en coordination. D'accord. Voilà. Vous nous avez rapporté des images. On va Alors. peut-être les commenter. Alors, Allez-y. ça, c'est les 4 facteurs du lavage. Par exemple, vous avez l'action mécanique, et vous avez l'action chimique, et vous avez la durée, et vous avez La température. la température. Donc ça, c'est les 4 piliers, et c'est le cercle de Skinner. Ça, c'est très important dans l'entretien. S'il manque un seul de ces facteurs, vous aurez un mauvais lavage domestique ou un lavage Bien sûr. professionnel. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que la température est très importante, surtout en ce moment. Exact. Voilà. C'est Alors, c'est pas Oui, en ce moment. allez-y. C'est-à-dire, nous, quand quelqu'un nous dit que quelqu'un est contaminé, les gens le gardent pendant 3-4 jours, ne pas le toucher pour que la charge virale diminue. C'est comme un principe. Après, s'il veut traiter rapidement, on utilise une lessive virucide. d'accord. Voilà. Comme ça, elle a Elle plus tue. d'effet. Elle tue. Voilà. Voilà. Tue les Il y a virus. des lavages antibactériens aussi. Oui, Véricides, ça existe. antibactériens, ça Oui, existe. ça existe. Il y a des produits qui existent, et qui sont produits localement, et des produits qui sont importés. Et c'est à la demande. Je ne sais pas, Oui. vous avez un petit marché avec une clinique qui veut Alors, moi, tel ou tel... sincèrement, à mon niveau, non. À mon niveau, je dis bien défini, que ce soit bien défini dans une blanchisserie ou spécialement pour les linges qui sont contaminés au contact des malades. Parce qu'on n'est pas contaminé, mais encore des malades. Donc, ça prévoit qu'il y D'accord. ait des maladies derrière. D'accord. Très bien. On a parlé du pressing, de la laverie, mais pas de la blanchisserie qui est... Alors, c'est le volume. La blanchisserie, c'est le volume. Ah, c'est les couvertures, c'est les draps, c'est un peu ça. C'est par rapport... Une blanchisserie, peut traiter du 400 kg à 1 tonne par jour. D'accord. Ah, quand même. C'est pas le même volume. Là aussi, on pourrait faire des économies, même ce sont des économies d'échelle.
justement. Ah oui, Celui-ci ça c'est important. Ça, c'est pour- O3, l'ozone. Alors c'est quoi, Monsieur Bellaroussi? Alors, c'est une nouveauté. On est fiers de l'Algérie. On est à la page, on peut dire. Donc, c'est l'ozone. Et l'ozone, c'est un gaz qui est bleu et qui est dans la nature. Donc, c'est qui est dans la nature et qui vraiment qui désinfecte les vêtements sans vraiment les. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'action mécanique. C'est une machine, c'est comme une étuve. C'est pas une étuve, c'est un caisson D'accord. avec un générateur d'ozone. Ça, c'est bien. une nouveauté en Algérie. D'accord. Et on a plusieurs fabricants qui s'y mettent maintenant. Ouais. Même l'ozone, le côté hospitalier, on l'utilise aussi. Oui. C'est arrivé avec la Covid-19 peut-être? Oui, c'est la demande, elle est venue par ça aussi. Pour toi, Voilà. le lavage, j'allais dire, ou la blanchisserie Ouais. avec O3, avec l'ozone, elle permet d'économiser de l'eau parce que c'est à sec. Oui. Mais C'est de l'air- qu'est-ce c'est de qu'elle l'air, permet en naturel. plus? Par rapport au lavage Alors, c'est traditionnel? simple, c'est de traiter des choses qu'on ne peut pas traiter au lavage. Vous avez des casques de moto. Vous n'oubliez pas que Ouais. le casque de moto, Oui. voilà, le C'est ça. casque, ça c'est des chaussures par exemple, Ouais. qu'on met à l'ozone. D'accord. Dans ce C'est une fameux première. caisson. Dans ce fameux caisson, bien D'accord. sûr, il est hermétique. Parce C'est une que, sorte de réfrigérateur. voilà, c'est un peu ça, qu'on dit un caisson. Et vous mettez la durée à peu près 20-30 minutes, et après ça récupère l'ozone. D'accord. Ça C'est pas récupère perdu. l'ozone. C'est pas perdu. C'est très C'est bien. pas perdu. Et- Donc, Et c'est gratuit l'ozone en plus. ouais. Ah Oui. d'accord. Bien, Voilà, c'est dans l'air. c'est Ok. c'est l'un des composants de l'atmosphère. Atmosphère. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est Ouais. bon. Et ça, c'est des équipements qui sont produits en Algérie? Alors généralement non, le générateur non, il importe Oui. le générateur. Après le Oui. caisson et le ventilo, tout ce qui est avec le programmateur, il est sur Algérie. Ça existe. Et qui fait la diffusion, la sensibilisation à tous ces produits qui permettent d'avoir une vie plus ou moins simple dans cette atmosphère Covid? C'est l'association qui Oui, c'est qui le fait? l'association. Ici, c'est le prestataire aussi. C'est à nous de partir chez le client final. C'est-à-dire, ça peut être vous, ça peut être une société, ça peut être Canal Algérie, ça peut être parce que même l'ozone, on a mis un petit appareil qui désinfecte l'atmosphère. C'est le même process. D'accord. Et c'est naturel. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de produits dangereux qu'on met. Ça veut dire que vous pouvez, y compris, Désinfecter nettoyer et, j'allais dire, décontaminer Alors, votre local. cette photo Oui. que vous mettez en valeur, c'est une machine nouvelle génération qui récupère l'eau du rinçage et qui D'accord. le remet au lavage. Très bien. Oui, L'eau du rinçage, du rinçage. directement. Voilà. Ok. Vous qui avez récupère. carrément une station d'épuration Oui, au sein donc, au de sein, cette- au sein de la machine. Ça, c'est D'accord. pour les blanchisseries qui ont du volume, pas pour les pressings. Pour les pressings, c'est des petites machines qui ont un petit bac vers le bas. D'accord. L'eau du rinçage, je dis bien du rinçage, pas Bien du lavage sûr. ou du pré-lavage. Elle est plus pure, Elle enfin est- moins Elle contaminée, est on moins va dire. contaminée, on peut la récupérer et l'utiliser au lavage. D'accord. Quand vous Voilà. dites du volume, c'est quel volume? Alors écoutez, pour la blanchisserie, je vous ai dit, c'est des machines de gros tonnage. Vous avez des machines de 40 à 50 kilos. Autre chose qu'on retrouve de plus en plus, hein, c'est la prestation des personnes. On aime bien les tapis, on aime Oui. bien les couvertures. Et vous vous déplacez, en général, les blanchisseries, les pressings Oui. se déplacent pour récupérer le tapis. C'est un service qu'on le fait parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lourd un petit peu. C'est vrai. Surtout pour les ménages, c'est Ouais. pas Ça évident. consomme beaucoup C'est d'eau très de bien. manière traditionnelle Alors, par ouais. rapport à la C'est blanchisserie. vrai. Alors ça consomme moins parce qu'on a des machines qui font des jets. C'est plus un tuyau, c'est un jet. Donc ça diffuse l'eau juste à la surface qu'on voudrait que ça Alors diffuse. que même quand on lave le C'est des tapis à la espèces. maison, c'est Ouais. Voilà. sur Sur le terrasse. toit, sur la Ouais. terrasse. Et ça, C'était plaisant voilà, à un moment c'était- donné. Voilà, ça c'est un circuit. Alors ça c'est circuit de machine à sec, on dirait au milieu solvant. Ok. Vous avez plusieurs passages de l'eau et récupéré dans un petit bidon qui est juste vers le bas. D'accord. Donc ça c'est machine à sec. Ça aide aussi à ne pas jeter. Ouais. Et ça, c'est avant de mettre une installation. C'est ça, il faut un cahier de charge. D'accord. Ça, c'est pour ça qu'il faut, avant d'ouvrir une laverie ou un pressing, une blanchisserie, il faut que ça va bien défini au départ. C'est pas maintenant je suis une laverie, je devais devenir pressing. Il faut ramener quelqu'un de spécialiste pour faire Ouais. l'aménagement, la tuyauterie et l'installation de la bâche à eau. Tout ça, il faut y penser dès le début. L'association aide les jeunes promoteurs. Il y a des jeunes, Écoutez, l'Algérie on a c'est un fait- grand on a fait- pays. on a fait Comment une- ça se passe? On a fait une demande au ministère de la jeunesse, pas la jeunesse, comment dire, l'ANSEJ. Oui. Pour les accompagner, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne suffit pas que d'avoir du matériel, il faut avoir un petit savoir. Et ça, c'est important. Je Non, lance un d'autant plus appel que la aux formation autorités. n'existe pas. Il n'existe pas. Vous offrez un pack avec des machines à 10 millions de dinars, vous n'offrez pas la formation. Pour Ça sert moi, à rien. c'est un Ouais, échec. exact. Et ça, je lance un grand appel aux autorités, parce qu'il faut qu'on sache comment dépasser ce stade-là avec une formation adéquate. Et comme ça,
le promoteur ou le jeune, il va avoir un bagage plus sérieux. Exactement. Alors, on a fait le tour, hein, mais ce qui est de bien, c'est On qu'il a faudrait appris chercher beaucoup de choses, hein, aujourd'hui, que la blanchisserie, c'est on peut décontaminer, on peut travailler à l'ozone, on peut travailler à sec et on peut économiser énormément d'eau. Oui, c'est ça. Alors écoutez, c'est simple, j'ai une petite étude ici. Par exemple, vous avez une petite, comment dirais-je, à la maison, comment vous savez comment il consomme votre votre lave-linge. Oui. Ça, c'est un gros souci. Par exemple, vous avez... C'est comme les références des économies d'énergie que Hamid... Oui. Vous avez le A, vous avez le C, vous avez le D. Ah, d'accord. Alors, c'est le même process. C'est ce qu'on retrouve sur les machines à laver, Les gens par parlent exemple. beaucoup d'énergie électrique, ils ne parlent pas de l'énergie de l'eau. Oui. Alors, dans le D, vous avez une consommation de 90 à 110 litres par machine, par lavage. Donc l'énergie. C'est l'eau qu'on C'est consomme. l'eau. C'est la consommation d'eau. D'accord. Donc, il y a la même chose que la classification de A à H Oui. pour l'énergie. Voilà. Comme il y a la machine qui consomme d'eau par lavage. Voilà. Alors, de C à A, c'est de 60 à 90 litres par lavage. Et le A, c'est de 45 à 60 litres. C'est plus que la Donc, moitié. c'est plus que Voilà. la moitié. Donc, C'est pour ça qu'il faut privilégier le A++. Ça, c'est par rapport à l'énergie électrique, énergie de l'eau que ça consomme. Voilà. Imaginez que vous faites 10 lavages par semaine ou une famille, c'est un peu... Ça consomme énormément. Ça consomme énormément. C'est le même principe dans les blanchisseries. Il y a des machines semi-industrielles ou industrielles qui économisent de l'eau. Il y a une étude qui dit, vous êtes seul, il faut une machine de 5 kg. Ça suffit largement. Un couple de 6 à 9 kg. Si vous avez une famille de 5 personnes, c'est de 9 à 12 kg. Donc imaginez 9 à 12 kg, faites 10 lavages par semaine, ça va... Oui, on utilise aussi au niveau donc, des pressings, les tanneries, en fait, les couleurs, vous faites des teintures aussi. Alors généralement, c'est pareil, c'est un prestataire qui le fait. D'accord. Comme ça, l'eau qui va le jeter, il va être recyclé. N'oubliez pas que c'est des colorants. Exactement. C'est des colorants, donc c'est des bouts. il faut privilégier un prestataire, pourquoi? Ne pas le mettre chez soi. Et ça, c'est un appel qu'on donne aux confrères, de ne pas s'aventurer à polluer. D'accord. Ne pas s'aventurer à polluer parce que ça ne sert à rien pour juste quelques dinars et il faudra penser à l'avenir. Le prestataire, normalement, dans le cahier de charge, c'est comme les qui font la filature, n'oubliez pas aussi, qui font les couleurs des fils. C'est pareil pour eux, ils ont un cahier de charge. Ils doivent mettre une station d'épuration, une petite, qui au moins recycle avant de les jeter ou bien de les recycler. Il y a moyen de récupérer des teintureries, le produit chimique et éviter de le remettre dans le circuit. Dans le circuit. Ça, c'est le cahier de charge existe. J'en ai parlé avec oui, même pour les du cuir aussi. D'accord. Qui font les tanneries. Oui. C'est ça le même principe. Voilà, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui concernant l'économie. Et donc, grâce à l'association, aujourd'hui, beaucoup sont soucieux de notre environnement, soucieux aussi de l'économie d'eau, avec bien entendu surtout le plastique la récupération. Aussi, surtout le plastique. Maintenant, l'association, elle va dans l'économie. Par exemple, maintenant, on a des housses spéciales pour la restitution des vêtements. Des housses recyclables. Même pour les sacs à main aussi. On donne un sac au client qui va être à lui, qui doit le remettre à chaque fois. Elle est personnalisée. Personnalisé. Ça, c'est très important. Il n'y a pas que l'eau. C'est un monde qui va avec. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne route à votre association. Merci en beaucoup. espérant qu'il y ait donc la formation professionnelle qui s'intéresse à votre métier et qu'on en parlera prochainement. Le gros problème de l'Algérie, c'est l'instabilité des personnes. Quand vous allez avec personne, vous dites oui, c'est bon, on va travailler avec vous. Après, hop, la personne, elle change de dossier. Heureusement que l'association est là pour assurer le suivi. Voilà, en tout cas, merci Hamid pour avoir donc traité ce sujet et nous avoir proposé le sujet dans Bonjour d'Algérie aujourd'hui. On se dit à mercredi prochain, Inch'Allah, avec une autre thématique, toujours liée à notre environnement. Probablement liée à l'eau. Il faut parler de l'eau. C'est une ressource précieuse et non renouvelable. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup Hamid et bonne journée. À très bientôt, bon courage à vous. Eh bien, on continue, on va parler de l'eau, bien sûr, d'une source. Cette fois-ci, on va aller en pleine nature, découvrir donc cette source de Ain Karsa qui est donc du côté de Hammam Rira. C'est Siham Knouch qui nous l'a fait découvrir. À quelques encablures des thermes de Hammam Rira coule l'eau gazeuse et ferrugineuse de Ain Karsa ou la source acidulée. Jadis, elle coulait dans les broussailles. Au siècle dernier, les habitants de Hammam Rira ont aménagé les lieux. Et comme toutes nos fontaines, elle possède sa propre légende. تاريخيا كاين اسوار دوفاويه في هذه البلاصه هنايا اسوار دوفاويه شكون ليجوند هي كيف حتى مرضات وكذا كيف حتى ولاو يعمروا الماء بابها زعما هذا جا لهنايا
تلاقى بانجين اللي سواسي الاخر انجين كيف قالوا باه يداوي الضاويه هذه الضاويه كانت لا بلو بيل في ولا فام على ليبوك الضاويه هذه ما بها جا لهنايا ما صافش كيف يدير لها يبري جا دون سيت اندورو هذه في هذه الاخر قلت لك دان قرعه تاع ما من عقرتها من هنايا. Riche en fer, les résidus de cette dernière tapissent le fond et le pourtour du bassin d'une couleur rougeâtre. Le projet de mettre en bouteille cette eau minérale a été abandonné après avoir découvert que cette eau perdait ses vertus naturelles en l'espace de 24 heures. Au mois de Ramadan, on remplit nos bouteilles juste avant le Maghreb, comme ça on gardait toutes les vertus et surtout le gaz de l'eau. C'est donc une eau à consommer rapidement pour bénéficier de ses bienfaits naturels. Elle est bonne, elle est ferrugineuse, c'est le goût du fer et elle est encore un peu acide et gazeuse. Ah, Allah Iberk, Allah Iberk. Je suis heureuse de la revoir encore couler. Allah Iberk, Allah Iberk. Alors si un jour vous faites un tour par le Zakar, pensez à faire une halte à côté de cette source millénaire pour boire de cette eau pétillante. Voilà, une eau pétillante et naturelle que nous a fait découvrir Siham Knouch. À présent, nous allons parler toujours de nature et de reboisement. Cette opération qui s'est déroulée, je vous l'ai dit, ce week-end avec la Direction Générale des Forêts. Ça a été sur tout le territoire national. Mais justement, l'Office de Riyad El Fath avait prévu tout cela. Il y a de cela 15 jours déjà. Ils étaient là pour lancer cette belle opération de reboisement au niveau du bois des Arcades. Eh bien, pour nous en parler, il y a avec nous Tamila Wareb. Bonjour. Awabed, pardon. Awabed, bonjour et bienvenue. Merci. Parmi nous, vous êtes donc la chargée de communication de l'OREF, l'Office de Riyad El Fath. Vous êtes là pour nous parler de cette belle opération qui, comme je l'ai dit, a été prévue déjà il y a 15 jours. Il y a 15 jours. C'était prévu qu'on allait la faire il y a 15 jours et pour des raisons sanitaires, on était obligé de, on était obligé de la reporter pour une autre date. Voilà. Et voilà. Parce que ça allait drainer du monde quand même. Exactement. Donc, comme le pic était à son plus haut niveau, il fallait faire très attention. Tout à fait. Donc là, ça y est, là, ça y est, vous avez pris les choses en main. Donc en principe, vous allez être au rendez-vous ce samedi. Inch'Allah, oui. Donc le reboisement va s'étaler sur plusieurs zones des bois des Arcades. Donc ils seront choisis par la direction des forêts. Et il y aura normalement 3 zones. Et donc c'est par rapport à ça, il y aura des plantes à planter, il y aura à peu près 500 plantes. D'accord. Voilà. Donc, déjà, le bois des Arcades, c'est un bois magnifique. Oui, c'est vrai qu'on adore s'y promener, c'est agréable. Il y a de véritables essences très anciennes qui existent depuis très longtemps. Oui, depuis très très longtemps. Voilà. Qui a été aussi bien installé, agencé avec des magasins et tout ce qui va avec. Il y a de la restauration. On peut vraiment... Même pour les sportifs aussi, c'est bien. Voilà. Voilà, exactement. Et il y a ce fameux aussi esplanade où on peut faire des spectacles. Tout à fait. Donc bien entouré par le bois. Exactement. On avait l'habitude de faire des spectacles. Même on a, au Bois des Arcades, on a le théâtre de verdure aussi. C'est ça. Donc on faisait aussi des spectacles là-bas. C'est vraiment magique. Voilà. Il y a une très belle vue. Un genre d'amphithéâtre aussi. Tout à fait. Voilà. Parfait. Alors c'est donc une opération qui va être initiée. Donc ce samedi à quelle heure? À partir de 9h. Oui, et le lieu de rencontre sera à l'esplanade de Riyad El Fath. Et là, on commencera à faire des groupes. Et chaque groupe, on lui donne un quota de plantes et il va planter. Voilà. D'accord. Et vous avez invité pour cela toutes les personnes qui y travaillent au sein donc, de l'OREF? De l'OREF. Même, bon, c'est une invitation ouverte à tout le monde. Tous ceux qui veulent planter, ils n'ont qu'à se joignent à vous. Se joignent à nous. Voilà, ça sera l'occasion de faire un petit peu de jardinage le week-end. J'espère qu'il fera beau ce jour-là. Voilà. Sinon, on attendra les pluies plus tard pour pouvoir arroser et faire démarrer ces espèces donc, de plantes que vous allez donc mettre en place et en terre. Vous avez donc choisi plusieurs essences?
de plantes? Oui, c'est la direction des forêts qui les a choisis. Donc D'accord. moi, je ne sais pas exactement. D'accord. Voilà. On leur laissera le soin Voilà, de c'est ça. vous expliquer tout cela. Justement, vous nous donnez l'occasion de parler donc de cette opération de la Direction générale des forêts. Comme je vous l'ai dit, ça s'est passé ce week-end, ce samedi, sur tout le territoire national. Et donc, notre journaliste Raouf Hamouche y était. Regardez cette belle journée de reboisement. Regardez. D'est en ouest, du nord au sud, les Algériens se mobilisent pour cette journée nationale de reboisement. Le slogan retenu pour cette année, qu'ils le plantent. À Alger, 4000 arbustes ont été plantés ici dans le barrage de Douéra, avec la participation des autorités locales et des habitants. À l'est du pays, femmes, hommes et enfants se sont mobilisés à Skikda pour planter des milliers d'arbres. À l'ouest du pays, comme ici à Oran et à Mostaganem, l'opération de reboisement bat son plein. Afin de restaurer les superficies ravagées par les incendies, ce sont plus de 8000 arbres qui sont plantés pour renforcer le couvert végétal de la région. Une réponse à ceux qui veulent détruire les forêts, un message aux ennemis de la nature. À Djelfa, plus de 10 000 arbustes ont été plantés sur une superficie de plus de 500 hectares. Comme un devoir national, cette campagne de reboisement a été menée dans les wilayas du sud, Béchar, Ouelgla, Tamen Rasset, où quelques 7700 arbustes sont plantés par les éléments de l'armée nationale populaire et les cadets de la nation qui ont participé activement à cette initiative. Objectif, sauvegarder le patrimoine forestier national. Très belle opération qui s'est déroulée sur tout le territoire national. Comme le dit donc notre journaliste, il faut savoir préserver cette, bien sûr, nature importante. La sylviculture, ça s'appelle, celle-là, c'est en tout cas la science donc, des arbres. Et donc cette riche nature va être donc plantée un petit peu sur tout le territoire national. On va avoir des essences et ça fait toujours plaisir de planter un arbre et de voir le suivi surtout. Alors vous, ça va se dérouler ce samedi. Ça sera l'occasion de vous familiariser avec ce jargon donc de la sylviculture, tous les arbres qui vont être plantés. On va vous donner les noms, on va vous indiquer quelle taille il aura cet arbre par exemple. Si c'est des petits arbustes, parce qu'il va y en avoir aussi probablement, tout ceci va être bien défini et expliqué par la Direction générale des forêts qui sont bien là pour tout nous dire, n'est-ce pas? Alors il y a cette opération aussi que vous deviez faire au sein donc, du Bois des Arcades, c'est nettoyage. Nettoyage, oui, mais cette opération est reportée pour une autre date. Comme je vous ai dit, c'est pour des mesures sanitaires. Voilà, donc c'est pour faire revenir les familles et les sportifs, notamment au Bois des Arcades. Voilà. Exactement. En tout cas, c'est un lieu magnifique où on peut prendre énormément d'oxygène, abrité en plein centre d'Alger aussi. Donc c'est un poumon de notre capitale, important. Il faut le valoriser, il faut aussi l'entretenir. C'est très important de pouvoir l'entretenir. Tout à fait. Alors vous allez encore une fois nous résumer un petit peu cette opération. Allez-y, dites-nous tout. Voilà, donc le lieu de rassemblement, bon, pas de rassemblement, le lieu de rencontre sera à l'Esplanade Riyad El Fath. Et là, on formera des équipes et chaque équipe prendra son quota d'arbres et ils vont commencer à planter. Voilà. D'accord. Avec bien sûr le concours de professionnels en la matière, puisque la Direction générale des forêts va se joindre à vous pour cette belle opération, cette fois-ci, ce week-end encore une fois, avec différents agents, bien sûr, de la Direction générale des forêts. Il y aura aussi les scouts musulmans qui seront présents. Comme toujours. Voilà, comme toujours, voilà, dans cette action. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, un dernier mot peut-être. Allez-y, Tamila. Je remercie déjà la ministre de la Culture, puisqu'elle nous a encouragés à faire cette opération qui est le reboisement, même notre opération qu'on a reportée pour plus tard. Voilà, plus tard. Et aussi, je remercie aussi les scouts, la direction des forêts et l'Agence nationale des déchets aussi. Voilà. Parfait, parfait. En tout cas, une belle entraide entre les différents bords pour cette belle opération. Bonne chance pour ce week-end. Vous allez y être aussi? Inch'Allah, bien sûr. Vous allez retrousser les manches pour aussi planter un arbre, et votre arbre, et chacun peut-être pourra lui donner un nom. Pourquoi pas? Exact. Allez, bonne journée, Tamila. Merci beaucoup. Également. Je rappelle que vous êtes donc la chargée de communication donc, de l'Office Riyad El Fath. À très bientôt. Inch'Allah. On continue notre programme. Je vous invite à apprécier cette détente musicale avec Mehdi des Triana d'Alger qui chante Mi Amor.
m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية وعليك نغني يا غزالي ما تلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عينيا. خليتي الدمعة تجري على خديا حيرتي بالي يا غزالي حيرتي بالي قلبي مجروح حيرتي بالي يا غزالي حيرتي بالي قلبي مجروح. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te quiero, mírame como te adoro. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te adoro, mírame como te quiero. Je suis fidèle, mon cœur t'appelle يا نور عينيا وعليك نغني يا غزالي ما تلوميش عليا. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية خليتي الدمعة تجري على خديا حيرتي بالي يا غزالي حيرتي بالي قلبي مجروح حيرتي بالي يا غزالي حيرتي بالي قلبي مجروح. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te quiero, mírame como te adoro. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te adoro, mírame como te quiero. Mi corazón, حيا ليا حيا ليا tú me quieres tú mi amor حيا ليا. De retour sur le plateau, nous allons donc, comme je vous l'ai annoncé en sommaire, parler donc d'un ouvrage, un bel ouvrage en tout cas, à présenter avec notre invité, l'auteur donc de cet ouvrage, L'Empyrée n'est jamais bleu. Vous allez le décortiquer avec nous et bien sûr avec notre invité, l'auteur Mohamed Remita. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Ah, merci beaucoup, merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir, surtout que cet ouvrage vous tenez vraiment à cœur. C'est votre premier roman, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument, c'est mon premier roman. Oui. Un travail de recherche, un travail qui vous a quand même pris quelques mois? Quelques mois, oui. À peu près 8 à 9 mois. La recherche, l'écriture et tout ça, et puis il est sorti comme ça. Voilà, à compte d'auteur. Vous l'avez édité, n'est-ce pas? Absolument. Les éditions Imrou. Édition Imrou. Voilà. On le voit, hein, là, vous avez choisi aussi une belle peinture d'Étienne Dinet. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, et ça, vous allez nous l'expliquer d'ailleurs. Hein, c'est en relation avec le thème du roman. Oui. Hein, c'est très, très en relation avec le thème du roman. Des Alors, le tableau d'Étienne Dinet est intitulé Le fils d'un Sam Rabat. Il a été fait à Abu Saada et puis le tableau lui-même est très très expressif. Très expressif. Absolument très très expressif. Avec. Et il n'est pas étranger au contenu de mon roman. Donc,
Exactement. On va le dire hein, sans plus tarder. Alors, on rappelle aussi que vous êtes professeur, ou vous avez été professeur dans un lycée de langue arabe. Vous avez été aussi proviseur dans plusieurs lycées, c'est cela? Oui, oui. J'étais professeur de littérature arabe pendant longtemps. Puis je suis devenu proviseur. Oui. Voilà, et puis... Vous avez toujours été en contact avec les élèves? Avec les élèves, la littérature. Oui, la littérature. Passionné de littérature. Vous écrivez et vous maîtrisez les 3 langues, l'arabe, le français et l'amazigh? Oui, et à l'écrit. À l'écrit. Et vous êtes passionné par la poésie aussi? Oui. La poésie, j'ai écrit la poésie en berbère. Je prépare quelque chose dans ce sens-là aussi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un premier roman donc, historique, mais vous racontez déjà et vous laissez le lecteur en alerte, puisque vous préparez un 2e et un 3e tome, Inch'Allah. Oui, parce que je traite là, peut-être c'est une trilogie, peut-être même une quadrilogie, je ne sais pas. Dans ma tête, il y a tout un plan. Je dois me documenter pour le réaliser. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai commencé par l'époque turque. Oui. Voilà, puis... C'est vrai que l'Algérie est passée par nombreuses invasions, plusieurs civilisations. Là, vous vous êtes intéressé à l'invasion ottomane. L'invasion, l'occupation ottomane, j'ai traité ce problème-là pour essayer de montrer un petit peu une opposition en termes de valeurs culturelles entre les Ottomans, par exemple, et l'Algérie d'une manière générale, et principalement en Kabylie. Principalement en Kabylie. Vous principalement en Kabylie. Originaire de Bouira? Je suis originaire de Bouira et je suis originaire de Tizi Ouzou aussi. Oui, cette ville qui a subi aussi cette invasion donc, ottomane. Et d'ailleurs, il reste quelques traces dans l'architecture de Tizi Ouzou, par exemple, certains vestiges aussi qui résistent. Oui, mais moi je recuse, c'est-à-dire que les Turcs pour moi n'ont rien fait en Algérie, absolument pour moi. Dans ma petite recherche que j'ai faite, je ne suis pas historien, mais dire que les Turcs, non, pas du tout pour moi, non. Alors, mais ils ont quand même impacté certains villageois, puisque dans le livre d'ailleurs, et même dans une bibliographie, on trouve que l'architecture, aujourd'hui, certains vestiges retracent. C'est vrai que l'architecture berbère est claire, les villages berbères on les connaît, hein, c'est une architecture de pierre, etc. Mais quelquefois on retrouve des arcades, c'est-à-dire que ça a eu une incidence aussi dans l'architecture. Peut-être, mais la véritable maison berbère, c'est-à-dire en Kabylie, là où on va, ce n'est pas tout à fait des maisons dans ce sens-là d'arcade et tout ça. Non, pas du tout. Exactement. Non, pas du tout, non. Alors, maintenant, ces arcades-là rentrent maintenant, d'accord. Mais avant, non. Avant, surtout à cette époque-là, ils avaient des maisons, et puis il y a des maisons, il y a des ruines actuellement. Il y a des ruines à Ougnigharan par exemple, chez nous à Etergan, un peu partout dans des villages là retirés, on retrouve toujours là où j'habite actuellement. Voilà. Alors comment ils construisent d'abord, d'ailleurs je raconte là comment mes héros dans le roman vont construire un village, tout un village. Tout un village avec beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Alors il y a 3 personnages principaux dans ce roman, c'est Idir. Idir, il y a sa femme, Tiziri, qui est belle, elle est intelligente, qui est une révoltée, qui raconte, qui défend sa terre elle aussi, et bien sûr leur fils. Leur fils Amenzou. Le fils Amenzou, le seul survivant de ce qui va se passer dans toute l'histoire. Et Amenzou, je le ramène maintenant, d'ailleurs je suis en train d'écrire actuellement le 2e tome, Amenzou, je le ramène jusqu'à Alger. Alger, tout à fait. Jusqu'à Alger, et puis je vais lui faire assister la colonisation française. Alors, là, je vous donne une idée un peu. Exactement. Alors, racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire sur cette partie de notre histoire, puisque vous, à quel moment vous vous êtes intéressé à cette invasion? Vous êtes propriétaire terrien, vous avez eu des échos de différentes générations qui racontent? Oui, je suis propriétaire terrien, j'hérite de la terre de mon père et de mon grand-père. Voilà, et Dieu sait comme les Algériens sont très proches donc, de leur terre, aussi avec beaucoup d'histoires à raconter.
Oui, oui, parce que j'ai été élevé dans ma petite enfance, quand j'étais enfant, j'étais vraiment en plein dans le milieu de l'agriculture, de tout ça. L'attachement à la terre. L'attachement à la terre et tout ça. Parce que cette terre nourricière, cultivée, donc voilà, beaucoup donc. Et puis par la suite, bon, mon père m'a envoyé à l'école et j'ai étudié, puis voilà, je suis devenu professeur. Donc en devenant professeur, mais la terre, elle est toujours là. Elle est toujours là. D'ailleurs, je soulève le problème de la terre. Le problème de la terre, problème de l'agriculture, le problème de... Mon héros, Idira Kamantouder, est un spécialiste des figuiers, de l'arboriculture et tout ça. Il a des mains abîmées. Il a les mains très abîmées. Vous le racontez comme la plupart des agriculteurs qui ne dorment pas. Quand on a une terre, on a une parcelle, on ne dort pas quand on est agriculteur. Absolument, consciencieux. Absolument, c'est ça. Donc il est là et puis donc nous sommes. Vous savez, puis dans mon livre, je pose un autre problème encore. Problème, parce que ce problème de l'Algérie est un problème. L'Algérie a été envahie par plusieurs civilisations. Donc comment est-ce que j'ai imaginé ce roman? Je voulais faire une opposition entre les empires et les cultures populaires. C'est ça. Oui. Voilà. Très important. Et la culture populaire est tellement importante pour l'identité donc de tout un chacun, de l'Algérien plus particulièrement. C'est des valeurs, parce que qui se transmettent de génération en génération. C'est des valeurs. Quand on observe dans la société, on trouve par exemple en Kabylie ou au sud, j'ai vu ça au sud. Oui. Alors dans ce qu'on appelle l'Algérie profonde et tout ça, on trouve des valeurs, on trouve des gens comment est-ce qu'ils vivent simplement et tout ça. Et puis, comme moi, j'ai étudié l'histoire, j'ai étudié tout ça, puis je fais une comparaison entre ces cultures populaires et les cultures qui nous viennent, qu'on appelle les cultures d'empire. L'empire romain, l'empire des Bonaparte, tous ces empires-là qui se ramènent et tout ça. Qui ont pour objet donc, de spolier les terres, donc d'appauvrir encore plus les villageois, tout ça on le connaît. Voilà. Tout ça on le connaît. Dans l'histoire, tout ça on le connaît. Mais moi, vous le décrivez, absolument. Moi, ce que je leur reproche, c'est d'avoir marginalisé, d'avoir méprisé ces cultures populaires. Au profit du gain? Au profit du gain? Plusieurs profits. Alors, à ce moment-là, le problème, il est là, c'est-à-dire qu'ils ont été injustes. Et d'ailleurs aussi, qu'est-ce que je montre? Pas dans le roman, mais plus tard ça va apparaître. La culture romaine, par exemple, l'Empire romain. Et l'Empire romain, il a presque disparu. Il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de choses, etc. Et puis, le voilà. Mais les cultures populaires, par exemple, la nôtre, la culture berbère, elle est là, elle résiste, elle est toujours là. D'ailleurs, vous décrivez, il y a des fêtes que vous expliquez, vous racontez, et donc cette tradition se transmet. Elle se transmet, par exemple. Vous la décrivez bien. Le Yenayer, par exemple, la fête de Yenayer, la fête de Anzar, par exemple. La fête du printemps aussi, c'est tellement beau. Oui, la fête du printemps, par exemple, aussi. Je montre ça comment c'est célébré, comment est-ce que tous les villageois se préparent à cette fête, exactement. Et puis, ce que je montre encore le plus important, c'est la signification de tout ça. Parce que ce qui est important, c'est la signification. Parce que qu'est-ce que c'est qu'Anzar, qu'est-ce que c'est que tout ça, et puis on montre. Voilà, et puis... Le calendrier agraire, voilà, il faut l'expliquer. C'est vrai que ça s'est très bien transmis. Vous le dites, cette culture populaire, c'est ce que vous avez voulu rehausser à travers aussi votre écrit. D'abord, dire que pour beaucoup, c'est vrai, ils ne savaient pas qu'il y avait eu cette invasion donc, ottomane et ce qu'ils avaient fait sur le territoire national, parce que nous, on garde que les vestiges. On sait qu'il y a eu cette invasion donc, turque, mais on ne connaît pas les exactions qui étaient commises sur la population, en fait. On n'en parle pas souvent. Je crois que c'est même occulté. Tout à fait. Je crois que et là, vous le décrivez carrément dans votre ouvrage. Absolument, absolument. Ils n'ont rien fait de bon. Moi, de toute façon, c'est ma façon de lire cette histoire-là et tout ça. Bien sûr. Et vous avez fait comment pour vous documenter? Vous avez fait appel à une bibliographie pour retracer toute cette page d'histoire? Vous savez pourquoi? Parce que j'allais écrire un livre dont l'histoire se passe entre 1775 et 1825. Là, nous sommes en 1775. 75. Entre 1775 et 1825. Voilà.
Voilà à peu près la période. 5 ans avant l'invasion. Et alors, j'ai dû me française. documenter en termes d'histoire, c'est-à-dire comment était cette époque-là. C'est ça. Comment était Et cette comment époque-là. sont arrivés les Turcs en Algérie? Oui, surtout. Non, 1770, ils étaient déjà là. Oui, oui. Ils étaient déjà là à partir de 1510 approximativement. 1510, 1512, voilà. Alors quand ils sont arrivés, ils sont installés à Alger d'ailleurs. Les frères Arroge et Khardim. Voilà, c'était pour protéger d'abord les villageois au départ et bien sûr contre des invasions espagnoles et bien d'autres. Mais ensuite, bien entendu, ils se sont bien implantés. Et oui, ça s'est passé en 1510, il me semble. Il y a le roi Selim Toumi, le roi d'Alger à l'époque. Selim Toumi a fait appel à eux. Pourquoi? Parce qu'ils s'installaient à la corniche du Djidjil. Les frères Arroji Kherdin, c'est là où ils s'installent. À la corniche du Djidjilienne, ils sont là-bas. Et puis, voilà, ils ont une très bonne armada. Ils ont une flotte qui est très, très, très importante. Très puissante, bien sûr. Et puis, il y avait aussi l'invasion des... Bon, tout ça dans l'histoire, on le connaît. Les Espagnols voulaient toujours prendre le Pénion et tout ce qui se passe. Et puis, Selim Toumi a fait appel à eux pour l'aider, pour repousser les Espagnols. Et à ce moment-là, quand ils arrivent, ils ont repoussé les Espagnols, ils l'ont aidé, mais après ils l'ont tué. Après, et ils sont restés. Ils sont restés depuis 1510, plus de 3 siècles. Et puis le terme de Dey, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Dey signifie Khali. Khali, c'est en arabe, c'est Khali, en kabyle. C'est l'oncle. C'est l'oncle. Et puis là, le gouverneur, celui qui est chef de la région d'Alger, c'est un Khali. C'est mon oncle, quelque chose comme ça. Et puis ils étaient là, et il y avait des janissaires. Partout, sur tout le territoire. Et comment est-ce que, justement, même la Kabylie n'est pas restée aussi en reste, c'est-à-dire que les montagnes, la mer, etc., a été aussi prise par les Ottomans? Oui, il y avait tout le temps des conflits entre les Kabyles, entre la Kabylie et la région d'Alger. Alors, principalement dans la plaine du Sebaou, où ils vont pour essayer, par exemple, d'avoir des chaînes qu'ils utilisent pour construire des bateaux, par exemple. Et puis, il y a des Kabyles qui leur disent non, vous n'allez pas prendre ces chaînes-là. Donc, il y a toujours ce conflit-là. Ou bien, le Deylika, quand ils veulent, par exemple, aller au Beylika de Constantine, ils sont obligés de passer par les portes, par les bibons, les portes de fer. C'est Goura Bouzel, dans ce sens-là. Et puis, le royaume des Beni Abbas, à l'époque-là, il leur demandait de payer tout ça. Donc, il y avait toujours beaucoup d'argent qui était donc soutiré des villageois. Il fallait vraiment à chaque fois donner de l'argent. Et d'ailleurs, vous le racontez très bien. Et puis, bien sûr, il y a eu cette révolte des villageois. Oui. Bien sûr. Et surtout, il y avait certains villageois qui cachaient, qui ne disaient pas qu'ils ne payaient pas. Il fallait donc les protéger. Et il y avait toujours des personnes qui dénonçaient cela. L'histoire, c'est le recouvrement des impôts. Le grand problème des Turcs, c'est qu'ils ont vécu avec la piraterie en mer, là où ils ont fait une fortune colossale, une fortune fabuleuse, digne des mille et nuits. Alors, quand ils s'attaquaient à ces bateaux européens et tout ça, moi ce que je leur reproche, c'est que, bon, il y a la piraterie de la mer, il y a les rapines aussi. D'ailleurs, maintenant, dans le premier tome, ça n'apparaît pas, mais ça va apparaître dans le deuxième tome. Vous allez le décrire la fameuse histoire du coup de l'éventail. Le coup de l'éventail, il faut bien montrer la réalité de tout ça. C'est que le Dey Hussein avait vendu du blé par le biais de deux juifs qui étaient en contact avec les Bonaparte et tout ça, et puis il a vendu du blé, et le blé là, il vient justement des impôts, il vient de la société algérienne. Et jusqu'à jour d'aujourd'hui, cette dette n'a toujours pas été... et voilà le problème, et puis voilà. voilà, la dette on ne nous a toujours pas payé notre blé.
Pas du tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Voilà, alors c'est vrai que c'est une histoire passionnante, vous le racontez, vous décrivez, et vous avez cet art de décrire les choses. Vous êtes amoureux de votre région, vous êtes amoureux, on le comprend, vous êtes amoureux aussi donc de la nature. Vous décrivez parfaitement bien aussi les arbres, cette nature. C'est l'espace, madame, c'est l'espace. Les fleurs, les plantes. Absolument, c'est l'espace. Et vous connaissez tout ça? Oui, toutes ces espèces? Oui, absolument. Absolument. Ouais. Bon, je me documente de temps en temps aussi pour pouvoir écrire, pour que ça soit juste. Il faut que ça soit. Je me documente pour connaître qu'est-ce que c'est qu'un figuier, qu'est-ce que c'est que ces plantes-là, toutes ces fleurs. Encore les figuiers, je pense que tout le monde connaît. Mais il y a des plantes assez rares qu'on ne connaît pas et que vous décrivez très bien dans cet ouvrage. Qu'on utilise à l'époque, qu'on utilise parce qu'il y avait le niveau de vie n'était pas assez bon. Donc, et qu'est-ce qu'on utilise? On avait recours à ces plantes. Des plantes médicinales, des plantes aussi qu'on pouvait aussi cuire et manger, bien sûr. Absolument, absolument. Thifaf, le lentisque, les glands, il y a beaucoup. Je ne me souviens pas maintenant, mais il y a beaucoup de plants. Eh bien oui, les genêts aussi. Tizi Ouzou, qui est donc... les genêts, non. Un peu plus tard. Non, ils y étaient à l'époque, sûrement, les genêts, mais c'est pas une plante comestible. Ouais. C'est beaucoup plus d'ornement. D'ornement. Quand on dit la ville des genêts, c'est Tizi Ouzou. Mais à l'intérieur, je parle de plantes comestibles surtout, parce que c'était un moyen pour survivre. Exactement. Alors, le titre, vous dites donc l'Empyrée n'est jamais bleu. Pourquoi jamais bleu? Pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Bon, ce titre-là, je l'ai mis juste à la fin du roman, quand j'ai terminé le roman, quand toute l'histoire est écrite et tout ça, et puis il me fallait un titre juste à la fin. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi quel titre. Comme ma problématique, comme j'ai dit au début, c'est un problème d'affrontement et d'opposition de valeurs. Alors, j'essaie, d'ailleurs, dans mon roman, je parle de deux choses, ça revient souvent, la verticalité et l'horizontalité. Donc, parlons de verticalité et d'horizontalité, je place mes principaux personnages, tels que Idir, Menzou et tout ça, Thiziri. Thiziri qui est capturé. Qui a été capturé, d'ailleurs. Et je les place dans le domaine de l'horizontalité. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui n'ont pas de dimension rattachée au ciel et tout ça. Et puis, quel titre? Pour répondre à votre question, quel titre? C'est l'Empyrée n'est jamais bleu. L'Empyrée en langue signifie, et il a deux sens. Il a le sens de ciel, bleu. Oui. Il a le sens aussi de l'endroit où résident les dieux. D'accord. Où résident les dieux. Donc, vous avez l'Empyrée qui est cité dans les mythologies avant. Par la suite aussi, il est cité dans le monothéisme chrétien, juif. C'est pourquoi vous mélangez les deux, et c'est pourquoi vous avez signé ce roman avec un nom d'emprunt, en fait, qui est donc Tanit, Asrar Tanit. Moi, je le prononce mal, hein, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est dur. Qui veut dire la déesse, c'est ça, nourricière? Bon, mon nom, c'est Remita Mohamed. Oui, ça, on vous a présenté avec ce nom. Ça. Mais dans l'ouvrage, vous signez avec un nom d'emprunt. J'ai mis un nom d'emprunt, Asrad Thazir Tanit. Alors, j'explique, Asrad signifie paix, en berbère. Thazir signifie prévoyance. Et Tanit, dans la mythologie nord-africaine, c'est la déesse nourricière de l'Afrique du Nord. Donc, qui rappelle encore une fois que vous êtes très proche de la terre et que vous mettez toutes ces valeurs pour rappeler l'importance de cet attachement et du travail de la terre et de ce noble métier qui est donc l'agriculteur. La terre, attention, la terre, je ne lui donne pas un sens de source de nourriture et tout ça, même source d'existence, c'est-à-dire qu'elle est symbole même de culture. Tout à fait. Même de culture, c'est-à-dire le nationalisme, par exemple, par le nationalisme. Le nationalisme, moi, je ne le prends pas dans un sens vertical, c'est dans un sens horizontal, c'est-à-dire que nous appartenons à la terre, nous vivons grâce à la terre, et tout ça. Donc, elle a une valeur attachement naturel. Elle a une valeur symbolique. Tout à fait. Symbolique
non pas en termes de sources, de richesse et tout ça, mais même en termes de culture. Très bien. En tout cas, on a été ravis donc, de parler avec vous et surtout de nous expliquer cette belle aventure qui vous a mené à L'Empiré n'est jamais bleu, ce premier roman historique que vous mettez donc à la disposition du lecteur pour s'intéresser à sa culture, pour s'intéresser aussi à l'histoire romancée avec ces beaux personnages que vous mettez en scène. D'ailleurs, ces 3 personnages principaux, donc Idir, Tiziri et le 3e, leur fils. Et à l'occasion, concernant Tiziri, je dois dire une chose. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre. C'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et Tiziri, là, elle est, dans mon roman, elle est un symbole de dignité, d'honneur. Dignité, de résistance aussi. Résistante, donc elle ne se laisse pas faire. Exactement. C'est une femme comme on aime les voir. Merci beaucoup. Je rappelle, Mohamed Remita, vous êtes auteur donc, de ce premier roman. On aura l'occasion de vous recevoir pour le 2e tome, Inch'Allah, puisque ça y est, vous vous êtes arrêté à 1825 et là, on arrive à Alger. Et bien sûr, on aura toute une autre histoire avec Idir aussi qui continue, le fils d'Idir. Qui continuera sa saga. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. De rien. Merci beaucoup. Vous avez parlé, restez avec nous, vous avez parlé des Ottomans. On va aller du côté du musée Bardot, revoir un petit peu cette histoire donc, du musée Bardot racontée par Samira Hadjamr. Je suis Bardot. Je suis actrice de ma destinée à travers tous les temps. J'aimerais vous raconter un fragment de mon histoire. Mon nom, Bardot, est une variation espagnole du temps de Prado. Je suis Bardot et je reste actrice de ma destinée à travers l'histoire. Dans les feuillets d'El Jazair, on raconte que j'aurais appartenu à un riche noble tunisien, le prince Omar, exilé sur les terres d'El Mahroussa. J'apparais en 1832 en légende d'un dessin du capitaine Longmar, avec la mention Mustafa Ben Omar. Sous l'Empire ottoman, au XVIIIe siècle, je ressemblais à toutes les autres villas du contour algérois. Des jardins, un potager et autour de moi, des vergers. Nous étions séparés les unes des autres par des arbres fruitiers en clôture. De moi, de nous toutes, Fromentin, le célèbre peintre, écrivit « Je suis dans un endroit charmant, à mi-pente des collines et en vue de la mer, le lieu est désert, quoique entouré de lieux de plaisance et de vergers. Pour seul bruit, j'entends des norias dont le moulin tourne et le roulement presque continu des coricolos sur la route d'en bas. Je suis passée entre les mains du général Exelman, puis celle de Ali Bey, Lara de Biskra, qui lui m'a vendu à Pierre Jaurès. Un Français qui m'accommoda à ses besoins et ses passions. Il m'agrémenta alors de plantations, d'écuries et de remises. À cette époque, de mes fenêtres, les envolées de Camille Saint-Saëns pouvaient se faire entendre. J'oubliais de vous dire que je suis une résidence d'été, une villa des Fas, où j'accueillais des familles de la noblesse, des fonctionnaires du Beylek, des patrons corsaires et même des consuls. Lara de Biskra m'agrémenta dès 1875 de belles fresques et de carreaux de faïence importés de plusieurs pays. Mon dernier occupant me céda à l'État français, qui décida de me transformer en musée de préhistoire et d'ethnographie algérienne. C'était en 1930. Le 1er septembre 1985, je suis classée monument historique. Et le 12 novembre de la même année, je suis classée en musée national. En 2009, je suis embellie par une restauration. Il a fallu 3 ans juste pour l'étude. On me trouve belle, majestueuse et pour certains magique. Je suis décorée de faïence, de schiste et de marbre. Mes collections sur la préhistoire
ainsi que les dernières découvertes archéologiques sont exposées dans la partie basse de ma demeure. Je suis Bardo, je suis le musée public national et je suis située au 3 avenue Franklin Roosevelt, en haut du principal boulevard d'Alger Centre. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA d'affaires. Coral Peinture, notre sponsor officiel du Bonjour d'Algérie. Et nous allons continuer notre émission, nous allons rester dans la terre nourricière et parler donc de cette agriculture et surtout on va parler donc de l'oléiculture. Bien sûr, c'est tout un art, un savoir-faire. Nous allons parler avec notre spécialiste maison donc de l'olivier et surtout de l'huile d'olive et de concours d'huile d'olive, celui qui a initié le concours d'huile d'olive ici en Algérie. Samir Ghani, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Hein? Oui, toujours très heureux. Très heureux depuis l'instauration de ce concours national et la participation de nos oléiculteurs à l'échelle internationale aussi, puisqu'ils ont rapporté des prix. Vous étiez là avec eux? Exactement. Donc c'était après le concours Apulé qu'on a organisé sa 3e édition. C'est ça. Donc il y a eu des lauréats. On a accompagné certains à aller vers l'international qui ont eu des prix, que ce soit à Athènes, en France et à Londres, à l'image de M. Khaled, Konsali, Ouaged et toutes ces personnes qu'on a eu le plaisir de recevoir sur notre plateau. Aujourd'hui, un autre passionné, un autre qui parle de sa passion, l'huile d'olive, oléiculteur, oléifacteur aussi. Il s'agit de M. Abdelaziz Hachlef. Bonjour et bienvenue. Bonjour, très ravi d'être là avec vous et j'espère qu'on saura apporter aux auditeurs le maximum d'informations pour qu'ils apprécieront davantage l'huile d'olive algérienne et la connaîtront mieux. Exactement. Surtout. Alors vous nous avez rapporté 2 belles bouteilles d'huile d'olive avec un emballage aussi particulier, avec bien sûr ce savoir-faire, ce savoir aussi présenter. C'est ce qu'on appelle la commercialisation aujourd'hui de nos huiles d'olive. C'est très important aussi la mise en bouteille. Ah ben c'est très très important. Moi si j'essaie d'apporter toujours un plus, comme vous dites, avec un savoir-faire, c'est pour toujours mieux faire et bien faire. Et comme c'est un produit très noble, je pense c'est un peu comme une jolie mariée, il faut toujours bien la parer pour la mettre davantage en valeur. Donc voilà, ça c'est un emballage que j'ai différencié en portant une bouteille opaque et une bouteille translucide pour montrer le produit, mais il est toujours conseillé de le mettre dans une bouteille opaque pour le protéger contre la lumière qui est l'ennemi de l'huile d'olive qui fait altérer. Il n'y a pas que l'air, il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'air et la chaleur. C'est les 3 ennemis de l'huile d'olive. Alors j'en profite pour le dire et conseiller les gens, quand ils ont une bouteille d'huile ou quel que soit le récipient, qu'ils déversent, qu'ils le referment immédiatement. Moins d'air
rentre et l'huile se conservera beaucoup mieux en gardant toutes ses qualités, ses arômes. Exactement. Et vous êtes détenteur de 2 prix déjà, 2 médailles donc d'argent, c'est cela? Non, plutôt de bronze. De bronze? De bronze, je rectifie. Okay. De bronze, c'est mon premier concours. Inch'Allah, les médailles d'argent et pourquoi pas les médailles d'or? Inch'Allah, Inch'Allah. Vous savez, la course à l'excellence n'a pas d'arrivée. Elle n'a pas d'arrivée. Alors, j'essaierai d'œuvrer toujours dans le sens d'améliorer et de produire un excellent produit. Et vous êtes donc dans la région de Boumerdès? Je suis dans la région de Boumerdès, exactement sur les hauteurs, c'est à Bouzegza, à Qadara. Et c'est une affaire familiale. Vous êtes dans l'huile d'olive depuis 2 générations ou 3 générations? 3 générations. 3 générations. Attendez, bon, votre grand-père? Mon grand-père, mon père, et moi. Et il y a la relève. La relève qui arrive, mon fils qui est là. Qui a repris les règnes avec vous il est là, comme j'étais à l'ombre de mon père, il est là, toujours à côté de moi. Exact. Vous lui transmettez justement tout ce que vous avez appris? Je crois que c'est héréditaire. C'est héréditaire. Je crois que c'est héréditaire. Et aujourd'hui, il est très important de passer à la formation, c'est-à-dire on peut hériter d'un savoir-faire, mais il est bon aussi de se former dans le domaine donc de l'oliviculture, par exemple. Il est impératif. Il est impératif si on veut améliorer la qualité. Si on veut aller à la qualité, parce que moi je ne parle pas quantité, je parle toujours qualité, qualité, qualité. C'est ce qui fait défaut ici chez nous en Algérie. Les gens pensent à la qualité. Concurrencer l'huile d'olive mondiale, parce qu'aujourd'hui on est quand même. Et nous sommes en mesure. Oui. Et nous sommes en mesure parce que nous avons d'excellentes qualités, nous avons d'excellents produits. Oui. Et nous avons l'avantage d'avoir beaucoup de soleil. Oui. Et une belle exposition. Une belle exposition et tous les fruits, les saveurs, c'est le soleil qui... Et comme nous le dit souvent M. Ghani, tout est dans peut-être la trituration bien sûr de ce fruit, l'olive, et surtout ne pas la laisser s'altérer, surtout trop longtemps dans les cajots, dans les caisses, etc. C'est ça la valeur ajoutée qu'on puisse apporter à la qualité de l'huile d'olive. Exactement, ce ne sera jamais de le dire. Il faut prendre soin de ce fruit parce qu'une olive c'est un fruit. Fragile. Elle est très fragile. Comme je le dis toujours, l'olive elle a une couche que le bon Dieu lui a créée comme tout autre fruit. Si la couche elle est détériorée, donc automatiquement elle s'oxyde le fruit qui nous donne une huile de moindre qualité. Donc il faut bien ça veut dire prendre soin de ces fruits, que ce soit à la cueillette, que ce soit en la mettant dans des caisses aérées et tout ça. Et puis il faut laver les olives avant trituration. C'est tout un process, c'est tout un savoir qu'il faut maîtriser aujourd'hui. Oui, et respecter. Il y a aussi la température dans la trituration qu'il faut respecter. Malheureusement, il y a beaucoup qui augmentent la température justement pour avoir plus de quantité d'huile, mais en parallèle, ils détériorent la qualité. Donc il y a une température maximale donc dans les 28 degrés qu'il ne faut pas dépasser pour avoir une huile. Tout à fait. Et on a vu que, comme vous le dites, certains process sont très bien aujourd'hui implantés en Algérie. Il y a un savoir-faire qui s'est mis en place. C'est vrai qu'il y a cet héritage qui s'est transmis de génération en génération, mais grâce aussi au reportage de notre amie Fella Benour qui était allée à la découverte donc, de ces différents process. Elle aussi, elle a beaucoup appris sur l'huile d'olive et comment avoir une huile de qualité aujourd'hui qui concurrence les huiles internationales. Exactement. Elle a fait... je salue Madame Fella qui a fait un excellent travail par son reportage où beaucoup de gens nous ont appelés après donc, pour savoir encore plus sur le process et la meilleure façon d'avoir des meilleures huiles. Je pense que le fruit on commence à le voir sur le terrain. Même les opérateurs, ils sont conscients. On a créé aussi ce concours pour qu'il y ait cette concurrence, pour que chacun essaye d'améliorer son produit. Et donc c'est un concours, comme on l'a dit, c'est un concours pour les huiles d'olive vierges extra, donc de qualité. Et c'est avec ça qu'on peut concurrencer au niveau international. Et on l'a prouvé par des médailles qu'on a eues à l'étranger.
Et voilà, donc... Beaucoup de choses sont appelées aussi à l'avenir, bien entendu, pour ce qui est donc de l'avenir des oléiculteurs ici en Algérie. Beaucoup travaillent pour améliorer leurs prestations. Alors, on va parler de l'huile vierge et l'huile extra. C'est ça, la différence, oui. Expliquez-nous, vous qui êtes passionné comme vous. Oui. Ben, vous savez, il n'y a pas que l'huile vierge ou l'huile vierge extra, il y a plusieurs huiles. Il y a, on va commencer par l'huile vierge extra, qui est faite à base d'olives saines, triturées vraiment très très vite, cueillette, c'est-à-dire entre la cueillette, directement, oui, il est souhaitable et préférable, mais il y a un temps à ne pas dépasser. Très bien. Un temps à ne pas dépasser, maintenir les olives dans des conditions de stockage vraiment irréprochables, oui, c'est le mot, c'est-à-dire la cueillette se fait sans blesser l'olive, éviter de stocker des olives blessées, parce que là, ça altère, ça s'oxyde très très vite. Une olive, dès qu'elle est blessée, c'est comme nous quand on a une égratignure et ça s'infecte. C'est une sorte d'infection de l'olive à la blessure. La triturer le plus vite possible, la conditionner dans des cagettes pour que ça soit aéré, parce que c'est un détail très important que beaucoup ne savent pas, le fait que les olives s'entassent, il y a un échauffement, et l'échauffement altère la qualité de l'huile d'olive. Bon, on ne le ressent pas peut-être aux analyses physico-chimiques, mais organoleptiques, on le ressent. Les spécialistes vous le feront ressortir. Et là, bon, on revient aux différentes huiles. Vous avez la vierge extra, dont le taux d'acidité ne dépasse pas, va de 0,1 à 0,8. Au-delà de 0,8 jusqu'à 2 grammes, taux d'acidité, c'est ce qu'on appelle l'huile vierge. Au-delà de 2 jusqu'à 3 grammes, c'est de l'huile courante. Et puis là, on rentre dans les catégories des huiles que je dirais lampantes, presque impropres à la consommation, qui dépassent les 3 grammes de taux d'acidité. Et ça, c'est mauvais. Et c'est très très mauvais. On est en train de vous voir avec des enfants. Vous organisez donc des sorties pour expliquer ce que c'est que ce métier d'agriculteur, d'oléiculteur. C'est ça? Oui, ça je fais ça chaque année, ça fait 3 ans depuis que je le fais avec plusieurs écoles. Et j'ai commencé à le faire, une fois j'étais en train de voir, ils étaient en train de poser des questions à des enfants, en leur posant des questions de ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils connaissaient comme boisson, jus, soda et tout. Et là, j'ai eu, je ne sais pas si j'ose dire, si c'est le mot, un sursaut de conscience. Je me suis dit, personne n'avait parlé de l'huile d'olive, alors que l'huile d'olive, c'est un jus de fruits, comme tous les autres. Tout à fait. Pourquoi il leur pose des questions dans ce sens, mais l'huile d'olive n'a jamais été posée, alors que l'huile d'olive est beaucoup plus bénéfique, or que les jus sont néfastes. Exactement. Pour la santé. Et c'est à partir de là que l'idée a germé dans mon esprit. Et je me suis mis à organiser des journées pédagogiques pour les enfants. Ils venaient de Dararia, de Boumerdès, de la région là-bas. J'ai fait plusieurs dans la saison, je fais 5, 6 selon la disponibilité des élèves. Tout à fait. En tout cas, c'est une très belle initiative. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un concours magnifique qui est en train d'être organisé. Vous l'avez organisé. Vous vous arrêtez pas au concours d'huile d'olive, mais plutôt cette fois-ci à la photographie. Donc photographier les vergers d'huile d'olive, les vergers plutôt d'oliviers, c'est cela? Exactement. Donc, vous savez, l'olivier, il peut toucher tous les secteurs. Donc, la culture, il est dans notre culture. L'olivier, il est ancré dans notre culture. Donc, nous, c'est-à-dire pour valoriser ce patrimoine-là qu'on a, ancestral, que malheureusement, à l'international, on est méconnu.
Ça, je le dis, j'assume ce que je dis. Mais à travers ces actions, on veut montrer au monde que l'Algérie existe depuis la nuit des temps. L'olivier existe en Algérie. Donc, on a créé ce concours. Donc, c'est le premier concours national de la photographie. En ligne oui, il sera en ligne. Mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire, il y aura... c'est un concours, donc on a appelé au pays de l'olivier. D'abord, c'est les photographes, donc on appelle les amateurs, les professionnels, à prendre en photo, que ce soit des oliviers, que ce soit des anciennes huileries, que ce soit des amphores, tout ce qui a relation avec l'olivier. Et le photographe peut exprimer son génie et prendre des photos et nous faire sortir des merveilles. Donc le concours il est déjà ouvert à partir du 15. Donc date limite sera le 15 mars pour la remise des photos. Donc il y a tout un dossier à fournir et tout. Il est en ligne sur notre site web. Mais ce concours, ce n'est qu'une partie d'un événement qu'on prépare. Voilà. Et déjà demain, vous serez à Al-Qsar, à Bjaïa. Oui, ça c'est un autre événement à part, on va en parler. Mais ce concours, ça sera dans un événement qu'on a appelé Zoom au pays de l'olivier. Je remercie le ministère de la Culture qui nous ont reçus dernièrement parce que l'événement, on va le faire ensemble et Inch'Allah, ça sera au Palais de la Culture où il y aura justement... ça sera pour le mois de mai. Ce concours photo, justement, il y aura la remise des prix pour les meilleures photos. Il y aura une exposition photo des meilleures photos donc, qui seront prises. En parallèle, il y aura une autre action. Donc, il y aura une exposition des meilleures huiles d'olive d'Algérie, donc avec des critères bien définis. Entre autres, il faut qu'ils aient au moins gagné un prix dans un concours national ou international. Très bien. On fait ça, c'est pas pour marginaliser, mais c'est pour pousser les gens à aller vers... voilà, ça c'est le Zoom. C'est pour pousser les gens à aller vers la qualité. Il y aura aussi d'autres événements. On va faire un musée de l'olivier. Donc on est en train, même avec M. Achlef qui fait des merveilles, on est en train de ramasser des anciennes huileries, des amphores, tout ce qui a relation avec l'olivier. On aura l'occasion d'en reparler. Mais parlez-nous un petit peu de cet événement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, de l'événement de demain. L'événement de demain, donc vous savez, le 26, elle a été décrété par l'UNESCO comme journée mondiale de l'olivier. Le Covid nous a un petit peu empêché de nous rassembler, tout ça, mais on a tenu à marquer cet événement en organisant demain le 26 dans la région d'El-Qsar à Béjaïa, une journée symbolique pour fêter cette journée mondiale de l'olivier. C'est demain, c'est vrai. Vous me l'avez dit en rentrant, la journée mondiale de l'olivier. Exactement. Donc pendant cette journée, on va planter une centaine d'oliviers. D'ailleurs, je remercie la pépinière Garden qui nous a offert ces oliviers pour les planter. C'était gracieusement de leur part. On va aussi, c'est une occasion de faire la remise des prix des médailles du concours Apulé pour la région centre. Donc, entre autres, M. Achlef, parce qu'on n'avait pas le temps, c'est le Covid nous a un petit peu empêchés. Les normes d'hygiène seront respectées parce qu'on va le faire en plein air. Bien sûr, la distanciation sociale. Je tiens à m'excuser auprès des gens qui veulent être présents à cet événement, mais comme c'est avec le Covid, donc ça sera un petit peu restreint. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces belles choses que vous nous avez apprises aujourd'hui. On vous dit bonne chance, Monsieur Achlef, on sera appelé à vous revoir, Inch'Allah. On aurait souhaité que, c'est le dernier mot, on aurait souhaité que ce genre d'émission se répète parce qu'on a tellement de choses à dire. C'est pas pour nous, pour promouvoir notre produit, non, mais c'est beaucoup plus pour faire savoir aux gens comment consommer, comment différencier les huiles, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. On souhaiterait quand même... il faudra revenir avec nous alors. Invitez-nous volontiers. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Achlef. Merci, Monsieur Ghani. À très bientôt et bon courage pour ce que vous faites. Continuez toujours dans ce sens. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié notre émission ce matin. On n'oublie pas, cette émission a été donc sponsorisée par Coral Peinture. On vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe et à demain. Au revoir, bonne journée.